Alors, on va commencer avec Mme Chantal Agnew. Alors, Mme Agnew a repris en 2004 avec son conjoint Frank Boyle la ferme de ses parents, lesquels exploitaient une entreprise vache-veau depuis les années 80. Dès le début, Mme Agnew et M. Boyle étaient conscients de l'importance de diversifier leurs activités. L'idée de vendre leurs propres produits leur a semblé très pertinente. Alors, la boutique Bonbœuf a ouvert officiellement ses portes en 2015 et en 2021. Ils vont commercialiser la viande d'une centaine de bouvillons finis à la ferme. Alors, la parole est à eux maintenant. Présentez-nous votre belle entreprise. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation au Congrès de bœuf aujourd'hui. Je vais vous présenter mon parcours avec la mise en marché directement aux consommateurs. Donc, c'est ça, une belle aventure qui se poursuit. Donc, je vais commencer avec une petite historique de notre ferme. Ici, on voit ma petite famille, moi, Frank et nos enfants, Brooke et Caleb. Moi, mes parents ont acheté la ferme en 1977, première génération. C'était originalement une ferme laitière. En 1984, ça a été changé à une ferme bovine. Mes parents sont allés dans l'Ouest acheter des vaches Angus, une cinquantaine de vaches. Et puis, c'était le début de la production bovine pour nous. On a acheté la ferme de mes parents en 2004. C'était vraiment un achat à 100%. Mes parents étaient prêts à prendre leur retraite de la ferme. Donc, moi, j'ai travaillé en agro-environnement jusqu'en 2008. J'ai gradué de l'Université de McGill en 2004 en agronomie. Puis mon conjoint Frank, qui est contracteur, il travaille dans le domaine agricole surtout, à construire des étables, des remises pour d'autres producteurs. Et puis, en 2015, on a officiellement ouvert la boutique Bonbœuf. C'est ça. 2015, on a ouvert la boutique en arrière de la maison, une petite pièce 13 par 13. On voit comment on est super proche de l'étable et des cours d'exercice à l'extérieur aussi. On a débuté la commande en ligne, site Internet, livraison en 2017. On a acheté un camion de livraison aussi pour nous permettre de faire tout ça. J'ai commencé les marchés fermiers aussi de 2017 à 2019. Et puis, on a ouvert une nouvelle boutique ici à la ferme, plus proche du chemin, séparée de la maison en 2019. Donc, là, pourquoi du début de la boutique versus juste élever les veaux d'embauche et vendre les veaux à l'encan. Dans le fond, il y avait il y avait des changements majeurs en agriculture. Les prix étaient instables, il y avait de l'insécurité du marché. J'haïssais bêler les vaches l'hiver et ne pas savoir ce que j'étais vendre, pourquoi j'étais vendre mes veaux à l'automne. Les coûts des intrants ont beaucoup augmenté. Puis en même temps, le consommateur voulait se rapprocher du producteur, il voulait savoir d'où venait leur viande. Donc, il y avait une ouverture pour des marchés niches de proximité. Puis en plus, c'était aussi un petit rêve que j'avais en tête depuis qu'on avait acheté la ferme. J'avais un petit dossier, une petite filière, vente au détail, puis je me mettais des notes et tout. Puis je suis fière de mon produit aussi. Ça me permet d'avoir une belle qualité de vie. Puis si jamais les enfants veulent prendre la relève aussi, il va y avoir la place pour ça. Bon, les démarches. Donc, la décision est prise d'aller vers la mise en marché directement au consommateur. Ça ici, pour moi, c'était un très, très, très gros défi. Je suis quelqu'un qui est un petit peu plus introverti. Je suis bien chez nous, dans mes petites choses, dans mes affaires, dans ma petite routine. Donc, il a fallu que je sorte de ma zone de confort et puis que je pense au logo, le nom, l'image qu'on voulait avoir, comment se démarquer.
Comment faire la commercialisation et le marketing, le site Internet, page Facebook, Instagram, tout ça, c'est pas venu facile du tout pour moi. Créer une clientèle, pour nous, la meilleure chose, c'était la bouche à oreille, les marchés fermiers, offrir la livraison aussi pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer en campagne. Puis surtout aussi, depuis qu'on a construit la boutique à part de la maison, plus proche du chemin, ça gêne moins les clients de venir à la boutique parce que c'est plus dans notre maison. On vend aussi à quelques restaurants et des épiceries fines, dépanneurs qui vendent des bières. On vend des saucisses là-bas. Ce qui est important pour les restaurants, par contre, c'est de trouver quelqu'un qui va être capable ou de matcher avec les quantités de viande qu'on produit. Puis pas nécessairement toujours vouloir les belles coupes, le filet mignon, baguette. On veut des restaurants qui veulent valoriser des coupes qu'il y a beaucoup sur un bœuf, des rôtis de palette, des côtes croisées, du haché. Ça. Il a fallu acheter un système de caisse aussi. Donc, j'ai quand même un bon système qui prend en note tout l'inventaire. Chaque fois qu'il y a un bœuf qui rentre, on calcule tous les poids de chaque coupe. Je sais ce que chaque bœuf me rapporte en termes d'argent total et puis par coupe aussi. Je peux sortir des rapports de vente par coupe, par jour, par semaine, par mois, par catégorie. C'est vraiment un bon système qui m'aide à analyser quelles coupes se vendent mieux et quand aussi, parce que ça va varier en dedans de l'année. Il a fallu planifier les heures d'ouverture. Ça, c'était difficile au début. Je voulais me faire connaître, donc je m'étais dit, OK, on va être ouvert le plus possible. On est ouvert le mercredi ou dimanche jusqu'à 6 heures le soir parce que je pensais que le monde, en revenant de l'ouvrage, arrêterait acheter de la viande pour leur souper. Puis là, avec le temps, j'ai réalisé que c'était pas nécessaire de rester ouvert autant que ça. Il fallait concentrer le plus possible les ventes. Donc là, on est présentement juste ouvert 3 jours semaine, de 10 heures à 17 heures. Puis les autres jours sont consacrés à faire des travaux dans l'étable puis de la préparation dans la cuisine aussi. Les permis, certificats et cours, permis vente au détail, préparation générale. Au début, j'avais juste le permis garder chaud ou froid parce qu'on ne faisait pas de la transformation quand on était en arrière dans la maison. J'ai aussi mon cours en attestation en hygiène et salubrité alimentaire. Pour ce qui est de l'abattoir, on est chanceux. Mon abattoir est seulement à 25 minutes de chez nous. Donc, puis il donne un excellent service. Il vient chercher mes animaux le matin même de l'abattage. Il a fallu investir dans des équipements, l'infrastructure, des chambres walk-in, congélateurs, réfrigérateurs, tout ça. Puis, il fallait planifier aussi l'engraissement. Donc, en 2014, j'ai commencé à retenir des animaux pour les engraisser, pour pouvoir fournir du bœuf à la boutique en 2015. Bon, pour ce qui est de la charge et la dynamique, il y a beaucoup plus de paperasse qu'avant. Faut apprendre à respecter les heures d'ouverture. Je ne peux plus être en train de nettoyer du fumier dans l'étable quand on est ouvert. Je ne peux pas sortir de l'étable et servir des clients si je sens le fumier. On essaie le plus possible aussi d'entretenir les lieux propres. Weed Eater, les parcs dehors nettoyés le plus possible. Les premières impressions sont super importantes. Puis, il a fallu que j'apprenne à gérer des employés. Moi qui étais habituée à travailler seule, à
apprendre à déléguer les tâches que pour moi sont super importantes. C'était très, très difficile, mais là, avec le temps, ça va mieux. Service à la clientèle. Développer une relation avec les clients. Le consommateur veut vraiment avoir confiance dans le producteur. Il veut vous rencontrer, il veut savoir comment que vous élevez vos animaux, sont bien traités. C'est ça. C'est important aussi, je pense, le plus possible d'être présent dans la boutique. C'est sûr que je ne suis pas là en tout temps, mais que les clients me voient de temps en temps puis que ce soit moi qui les sers, ils apprécient quand même beaucoup ça. Puis au niveau de l'éducation, des fois quand les clients rentrent puis qu'il ne reste plus de bavettes ou les faux filets sont en rupture de stock, mais là, il faut leur expliquer là, pourquoi. Il y a juste tant de kilos par bœuf. Je n'achète pas plus d'un autre producteur. Dans le fond, c'est mon élevage. S'il en reste plus, c'est juste c'est ça. L'année passée, pendant le COVID, on ne s'attendait pas du tout à ça. Je n'avais pas prévu d'engraisser autant de bœuf que ce que la demande j'aurais pu vendre avec la demande. On avait des listes de réservation pour certaines coupes. Puis en général, le monde comprenne le pourquoi. Juste aussi au niveau des méthodes de cuisson, des coupes alternatives, les éduquer sur comment cuire des rôtis, comment cuire le tomahawk, puis être à l'écoute des demandes et préférences aussi. Donc, moi, dans la boutique, je fais ma coupe d'une certaine façon. La majorité de mes steaks sont en pouces d'épais, mais si le client veut des steaks plus épais ou il veut des rôtis prime rib, il n'y a aucun problème. On peut faire la découpe selon leur demande. Donc, depuis en 2015, on avait juste la boutique en arrière de la maison. C'était tout petit, une toute petite pièce, 13 par 13. J'avais une chambre, un congélateur walk-in dans le garage. Donc, je passais mon à charrier des coupes du garage à la boutique pour stocker mes congélateurs dans la boutique. Puis, on vendait que de la viande congelée. Donc, j'avais du veau, du baby beef et du bœuf. Puis, vers la fin, on commençait avec le porc. Et puis, en 2019, avec la construction de la nouvelle boutique, on a une cuisine commerciale, des équipements neufs. On fait beaucoup de transformations, de coupes qui se vendent moins bien ou qu'il y a beaucoup sur un bœuf, genre rôti de palette, rôti de côte croisée, du haché. C'est toutes des coupes qu'on avait plus de misère à vendre ou qu'on accumulait dans les congélateurs. Là, ça me permet de trouver une façon de les vendre en sauce à spaghetti, en lasagne, en saucisses. On fait nous-mêmes nos saucisses présentement. Avant, on les faisait faire par la boucherie. Là, j'ai un petit peu plus de contrôle sur les ingrédients. C'est des ingrédients simples. C'est pas des mix d'épices de compagnie d'épices. C'est ça. On a aussi un autre congélateur walk-in. On a fait installer un frigidaire aussi cette année. Avec la cuisine, on est de plus en plus occupés. Donc, pour tous les légumes, quand on décongèle la viande pour la cuisson. Puis nous aussi, ce qu'on a commencé à faire, la découpe se fait les lundis à la boucherie. Moi, en fin de journée, le lundi, je vais chercher ma viande. Le mardi matin, on déballe tous les boîtes, on comptabilise toutes les coupes, puis on sépare les coupes. Chaque coupe va chaque sorte de coupe va dans une boîte. Et puis, les plus belles coupes, comme les steaks, on congèle ça sur des plaques, puis on les reforme pour que ça donne des beaux steaks. Tandis qu'avant, on faisait congé à l'abattoir, puis des fois, les steaks étaient
au fin fond de la boîte, en dessous des rôtis de palette, puis du haché, puis il était tout déformé, aplati. C'était moins beau pour le client. Là aussi, on a des bureaux pour les employés. La boutique est beaucoup, beaucoup plus grande. Chaque coupe a sa place dans les congélateurs, tandis qu'avant, il y avait des coupes cachées un en arrière de l'autre. C'est beaucoup plus plaisant de travailler dans la nouvelle boutique. Donc, voilà ici l'ancienne boutique en arrière de la maison. Puis ça, c'est la nouvelle boutique présentement. Donc, ça ici, c'est où est-ce qu'on vend toute notre viande. Puis en arrière, on a la cuisine, les bureaux, l'entreposage. Puis là, on est proche du chemin, tandis qu'avant, on ne l'était pas. Un petit peu plus de visibilité qu'avant. La cuisine, une autre photo de la boutique. Donc, à la boutique, on vend des coupes de notre ferme, notre élevage, surtout du bœuf, c'est mon meilleur vendeur. Du veau, baby beef, autour du sevrage qu'on fait abattre quelques veaux. Et du porc aussi. On fait des mets préparés avec nos viandes et puis on vend aussi du poulet d'un autre producteur, des condiments, des épices, collations et puis bientôt, là, je vais avoir mon permis pour vendre des bières et des alcools. Pour ce qui est le troupeau, pour fournir la boutique, nous, dans le fond, on a un troupeau d'environ une cinquantaine de vaches, surtout du Angus Hereford Shorthorn. Il me reste encore un petit peu de cimental dans le troupeau aussi. On fait beaucoup d'insémination artificielle, donc ça me permet de choisir le taureau pour chaque vache. Maximiser le plus possible la vigueur hybride. Puis j'adore la partie élevage, élever moi-même mes tares de remplacement. On engraisse cette année une centaine de bouvillons. Donc, vu que j'ai juste une cinquantaine de vaches et puis que j'élève moi-même mes tares de remplacement, je n'ai pas le choix que d'acheter des veaux d'autres producteurs. Donc, ce que je fais, j'élève des tares de remplacement pour un autre producteur. Et puis, je rachète les veaux qui naissent de des vaches qui ont été nées, élevées ici. Donc, je connais la génétique. Ils sont à 15-20 minutes de chez nous. Il n'y a pas un gros transport. C'est des producteurs qui sont très calmes avec leurs animaux. Les animaux arrivent ici au sevrage à l'automne. L'intégration se fait super bien avec mes veaux. Et puis, nous, dans le fond, on veille nos vaches à peu près au même moment, en hiver, décembre, janvier, février. Donc, j'ai trouvé un deuxième producteur pour fournir des bouvillons. J'achète des veaux de lui. Ces veaux-là sont prêts pour l'abattage l'hiver, janvier, février, mars, quand moi, je n'ai rien de prêt. Donc, ça me permet d'avoir de la viande qui rentre plus régulièrement pendant des moments que je n'ai rien de prêt chez nous. Donc, en termes de la gestion du troupeau avant, donc, on faisait l'élevage de veaux d'embouche. On vendait soit directement à un producteur local ou bien les encas spécialisés. J'élevais moi-même mes tares de remplacement. Mes critères de sélection, c'était surtout pour la docilité, les qualités maternelles, facilité de vêlage et croissance pré-sevrage. Tandis que non, tout de suite, présentement pour la boutique, on fait de la finition. On élève des tares de remplacement, comme j'ai dit tantôt, pour nous et à nos producteurs. Les critères de sélection ont changé un peu. Je regarde aussi la croissance post-sevrage. C'est important qu'ils finissent bien après le sevrage. Les qualités maternelles sont encore importantes, facilité de vêlage aussi, docilité, non seulement avoir des mères calmes, mais je veux des bouvillons calmes aussi.
Je suis souvent tout seul avec le troupeau. Souvent, c'est moi qui sépare les bœufs le matin tout seul. Donc, je ne veux pas un nerveux qui rend toute la gang nerveux puis que ça soit dangereux pour moi. Et puis, là, les traits de carcasse sont importantes aussi. Donc, le ribeye, le persillage, la tendreté, c'est des traits que je regarde aussi. Pour ce qui est de la carcasse et de la découpe, je vise une carcasse d'environ 750 livres. C'est sûr que je n'ai pas juste des carcasses de 750 livres. J'en ai des fois qui sortent à 600 livres, puis d'autres qui vont sortir à 925 livres. Mais pour ce qui est de la vente dans la boutique, une carcasse de 700-750 livres, ça donne une belle grosseur de steak. C'est ça, c'est optimal pour les coupes. J'aime un beau persillage. C'est sûr que les clients aiment des steaks persillés, mais en même temps, il ne faut pas que je choisisse des taureaux qui vont me donner trop de persillage parce que là, je suis pris avec du haché qui est très gras. Puis quand tu as un tiers de la carcasse qui est du haché, puis c'est trop gras, puis les clients aiment moins ça, mais c'est plus difficile à vendre. Donc, c'est trouver le juste milieu entre bien persillé et trop maigre. On fait vieillir présentement les carcasses 3 semaines. Auparavant, jusqu'à là, 1 mois à peu près, on faisait vieillir 4 semaines, mais là, l'abattoir a eu des problèmes avec trop de moisissure sur les carcasses. Donc, il a fallu qu'on arrête ça à 3 semaines. Sinon, il faut qu'ils investissent dans des nouveaux équipements pour leur salle de vieillissement. On fait de la découpe personnalisée selon ce que le client veut. Puis j'ai aussi la façon que je le fais pour la boutique. Tout est vendu congelé, emballé sous vide. C'est ça, on écoute ce que le client veut aussi. Pour l'engraissement, sont vraiment finis à leur rythme. C'est une ration de fourrage que je leur donne. Donc, ils sont nourris en silage de foin sec ou foin humide, et puis en silage de maïs. Puis, je fais un top dress de minéral. Il n'y a pas d'hormones d'implantées, pas d'antibiotiques dans la nourriture. C'est sûr que s'il y a un animal de malade, je le traite. Mais on ne fait pas du préventif dans la ration. Puis c'est sans OGM aussi. Donc, mon maïs sans silage est conventionnel. C'est un environnement sans stress. C'est super important que les animaux soient tranquilles. Il y a un minimum de transport aussi. On est vraiment chanceux qu'on n'est pas loin de notre abattoir. Donc, ils partent le matin même. Ils sont abattus pas très longtemps après. Ils ont accès à l'intérieur et à l'extérieur en tout temps. Été, hiver, ils peuvent aller où ce qu'ils veulent, l'intérieur ou l'extérieur. Pour ce qui est des coûts relatifs à la production, je pensais que c'était important de parler un peu de ça. Tu sais, avant, il y avait les coûts de production, mettons, étable et champ. Donc, coût des forfaitaires, des semences, de l'engrais, l'environnement sur lequel on n'a aucun contrôle, le climat. Puis là, il y a les coûts de production plus boutique. Donc, j'ai des employés, les coûts d'opération, Hydro, Bell, tous les services, le site Internet, tout ça, il y a des coûts reliés à la boutique. Maintenance, réparation des équipements à la boutique, l'abattage, la découpe, emballage de viande, les sacs, mais aussi emballage de tout ce qui est transformé, les plats pour les mets préparés, tout ça, ça apporte des coûts importants sur lesquels je n'ai pas vraiment beaucoup de contrôle. C'est la même chose aussi un peu pour ce qui est coût de production. Il y a certaines choses sur lesquelles je n'ai pas de contrôle. C'est sûr que nous, on vise un petit peu plus de pâturage pour le troupeau vache-veau.
surtout pour diminuer nos coûts de pressage de foin, d'ensilage de foin, ensilage de maïs et tout. Projet futur, on prévoit augmenter la superficie en pâturage. On a une trentaine d'arbres de plus l'année prochaine. Ça va me permettre de fournir le troupeau pendant toute la saison au pâturage pour ce qui est du troupeau vache-chevaux. Puis éventuellement aussi, on pense, on va voir avec les enfants si jamais ils veulent prendre la relève, si on investit dans une salle de vieillissement puis qu'on fasse nous-mêmes la découpe à la ferme, soit qu'on engage dans les débuts, mettons, un boucher pour nous aider une journée par semaine ou quand des enfants vont aller prendre leur cours de boucherie. Ça me permettrait d'avoir un petit peu plus de contrôle sur la découpe. Et le vieillissement aussi, je pourrais peut-être éventuellement vieillir un petit peu plus longtemps certaines coupes, mettons juste les rib steaks ou juste le contrefilet. Puis ça donnerait un salaire aussi à un de mes enfants ou deux de mes enfants avec l'argent que je donne en découpe à la boucherie. C'est sûr que ça paierait l'investissement dans une salle de découpe et leur salaire aussi, mais on va voir. Si on se rend là. Ils ont 13 ans et 10 ans, donc il nous reste encore du temps pour voir s'ils veulent prendre la relève. Moi, j'avais 23 ans quand j'ai acheté la ferme, donc je me dis, il me reste 10 ans pour me rendre au même moment que ma fille. Tu sais, dans 10 ans, elle va avoir 23 ans que quand moi, j'avais acheté la ferme. Donc, 10 ans, c'est vite passé. On va voir. Le COVID, l'année passée, et l'achat local. Donc, pour nous, COVID a été une bonne chose. Il y avait une grosse augmentation dans l'intérêt pour l'achat local. Si j'aurais su que c'était pour arriver, j'aurais pu facilement vendre 15 à 20 bœufs de plus. C'était fou. On avait des listes d'attente de 3-4 mois pour les steaks de côte. J'étais en rupture de stock la majorité de l'été sur plusieurs des coupes. Le monde voulait vraiment plus supporter les petites entreprises locales. Puis, je pense, la grosse affaire, c'est vraiment la différence qu'ils voient dans la qualité de la viande versus ce qu'on trouve à l'épicerie. Puis ils veulent aussi établir un lien de confiance avec le producteur. Donc, on est encore en croissance. Je suis dans ma 6e année. Là, ce qui va me limiter un peu, c'est mon avis de projet. J'ai encore beaucoup de place pour produire plus de kilos de phosphore, mais il faut que je fasse une demande d'SCA. Je pense que je suis encore bonne jusqu'à 120 bœufs, puis après ça, il faut que je fasse une demande d'SCA au ministère de l'Environnement. Mais c'est ça. En général, ils disent une nouvelle entreprise, c'est 5 à 10 ans. Je suis dans ma 6e, donc on est encore en croissance. J'ai même du monde du village qui disent « Ah, je ne savais même pas que ça existait. » Fait que c'est ça. Donc, est-ce que ça serait quelque chose que je referais? Sans hésiter. C'était un gros défi pour moi personnel, mais je ne regrette pas du tout ma décision. Là, je suis bien entourée, j'ai des bons employés, j'ai plus de confiance. C'est ça, ça serait à refaire 100%. Donc, c'est ça. Bien, vous méritez, chère Chantal, des applaudissements virtuels nombreux et enthousiastes. Je vois qu'il y a des mains levées. Comme on vous a avisé, on va prendre les questions à la fin. Alors, on en a déjà qui ont été mis sur le chat, là, puis on
celles qui ont déjà été mises, là, si les gens, on va pouvoir revenir, on va les ramener pour que je puisse les poser à la place des gens. Fait qu'on remercie beaucoup Mme Agnew. Elle va rester Merci. avec nous pour la période des questions à la fin. Puis on va poursuivre avec Sophie Plourde et Sylvain Ouellette, qui sont nos deuxièmes invités. Ils sont de Saint-Hubert de Rivière-du-Loup, au Bas-Saint-Laurent. Alors, la ferme Grande Fourche est établie depuis 3 générations dans le secteur bovin. Alors, c'est en 2016 que Sophie et Sylvain ont débuté la vente de leur viande directement à la ferme. Un an plus tard, ils concrétisaient un deuxième projet, celui de devenir producteur vache-veau, afin de développer une mise en marché en circuit encore plus court et direct. Encore aujourd'hui, l'entreprise continue de se développer autour de cette même vision. Alors, on leur laisse la parole et on les remercie du temps qu'ils nous consacrent. Les gens charmants, d'ailleurs, Sophie et Sylvain. Bonjour. Est-ce que vous nous entendez bien? Oui, on vous entend. Oui, bonjour. C'est ça, merci à Pierre, puis bravo à Chantal, c'est une belle présentation. On dirait qu'on suit un peu les mêmes choses, les mêmes évolutions. Fait que nous, on a choisi le titre du producteur au consommateur. Ça a été notre stratégie gagnante à nous, mais aussi pleine de défis. On va vous présenter ça. Je suis avec Sylvain, mon conjoint. Puis... Alors, qui sommes-nous? Nous, on est des producteurs vache-veau à la base. On a un troupeau de 90 vaches. Puis on fait l'engraissement de tous les animaux sur la ferme ici. Puis on vend. Là, on va atteindre cette année là, de vendre toute notre production complète ici à la ferme. On a aussi un volet grande culture qui sert majoritairement à alimenter le troupeau en tant que tel. Puis on fait aussi un peu de vente là, de ces produits-là. Puis, c'est ça, on vous présente un peu notre historique là, depuis la mise en marché directe. Ouais, c'est ça, on a commencé en 2016. Au début, là, à la base, nous autres, on était des producteurs de bouvions. On faisait de l'engraissement à forfait, puis de l'engraissement un peu pour nous aussi. Semi-finition et finition. On a commencé en 2016 cette aventure-là de vendre la viande directement. En 2017, on a eu une belle opportunité pour starter dans le vache-veau, dans le fond. Pour nous autres, ça faisait longtemps que ça nous trottait dans la tête d'avoir du vache-veau ici. Dans le Bas-Saint-Laurent, les ressources fourrage, les terres pas trop chères, c'était logique là, de faire du vache-veau dans notre coin. Les terres ici se prêtent moins bien là, à la culture de céréales. Fait qu'on a été s'acheter 35 tares là, Angus dans l'Est. En 2018, en 2017, on a fait les saillies sur ces tares-là. Puis en 2018, on a commencé les veillages de ces animaux. En 2018, on était en 17 têtes. On s'en allait tranquillement avec ça. 2019, on était rendu à 22 têtes vendues. Puis là, c'était en totalité là, issu de notre troupeau. C'était les veaux qui étaient nés ici qu'on mettait en marche. Après ça, en 2020, on était rendu à 42 têtes. C'est sûr, comme Chantal l'a dit, là, avec la COVID, là, ça a vraiment explosé la demande de notre côté aussi. Là, ça a été vraiment une grosse année. On avait prévu prendre pas mal d'expansion cette année-là, fait qu'on avait réservé nos places aux abattoirs. Tout ça, fait qu'on a été capable de prendre cette augmentation-là. Ça coïncide aussi avec l'arrivée de notre fille Eve-Marie, qui a 23 ans, arrive à temps plein avec nous. Elle a fini ses études en 2020. Puis, on a décidé aussi en 2020 d'arrêter complètement l'engraissement à forfait des bouvions. Question de rentabilité, puis ça mobilisait aussi beaucoup de ressources, là, beaucoup de ressources de main-d'œuvre, puis financières aussi. 2021, cette année, on est rendu à 52 têtes. Avec un volume comme ça, on a décidé de s'acheter une unité de congélation pour pouvoir avoir plus de flexibilité là, au niveau de la congélation, au niveau d'avoir des animaux et de la viande là, disponible à l'année. Dans le fond, on peut stocker là, hiver, printemps, on a
bouvillons prêts. Fait qu'on stocke là pour pouvoir répondre aux clients là, de l'été. Parce que on en parlait tantôt au niveau des naissances, mais il ne faut pas trop que je parle en avance. OK. Puis là, 2022, ben, les prévisions, on s'enligne sur 70 têtes. Là, on va être vraiment à pleine capacité. Bon, ça ici, c'est la vue devant notre maison, devant notre ferme. On va vous parler de nos 5 stratégies gagnantes qu'on a retenues. La première, vous avez pu voir, on a vraiment commencé progressivement. C'est ça, ce que ça nous a permis, de prendre le temps de connaître notre clientèle. S'habituer à la gestion du stock aussi. C'est exigeant, puis il ne faut pas se tromper pour tout réussir à vendre. Ça nous a permis aussi d'optimiser nos installations progressivement. Un congélateur, 2 congélateurs, congélateur vitré, on s'est rendu jusqu'à l'unité. Puis aussi au niveau trésorerie, ça équilibrait un peu nos risques. Débuter sur des bases solides, c'est sûr que nous autres, en commençant, ça a aussi coïncidé avec le début du troupeau vache-veau. C'était important pour nous d'y aller avec de la très bonne génétique. On y était vers des vaches Angus, puis avec des taureaux Guelvier en premier. Là, maintenant, on est rendu avec des taureaux Wagyu surtout, mais c'est surtout pour en croisement terminal pour la gamme. On a d'autres croisements qu'on utilise pour les femelles de remplacement. Et pour nous, le vache-veau, ça rime expressément avec du pâturage. Fait qu'on est au maximum au pâturage au niveau du vache-veau, surtout par coût de production. Là. Moins de coûts alimentaires de cette façon-là. Fait qu'on a investi aussi à ce moment-là dans de la clôture très solide puis durable pour pouvoir faire du pâturage en bande intensif. Après ça, un autre point qu'on a souligné pour nous, c'est de s'entourer, de toujours aussi rester à l'affût des formations qui nous sont offertes. On n'est pas capable d'aller à toutes, là, mais on essaie c'est important pour nous là-dedans. Puis on a aussi toute une série de collaborateurs et de conseillers là, qui sont vraiment précieux pour nous. Au niveau de la nutrition et de la santé du troupeau, on fait affaire avec Georges Paradis, qui est aussi notre mentor aussi au niveau du vache-veau. Lui est pour Feedlot Health Management Service. Ensuite, au niveau de la régie du troupeau, vache-veau, on utilise un logiciel EarthTracks. Puis on a aussi d'autres personnes, des conseillers en gestion là, pour nous aider au niveau des budgets. Aussi, tout ce qui est niveau mise en marché. La commercialisation, mise en marché. Nous, on est membre de Saveurs Beurre Saint-Laurent. On est membre aussi du marché La Fontaine, d'un marché fermier. Ça nous permet d'être proche de d'autres producteurs, d'échanger. Des fois, ça nous rassure. On peut se comparer, on peut voir nos bons coups, on peut voir nos mauvais coups. Fait qu'on a besoin d'être entouré parce qu'on ne peut pas être professionnel, connaître tout. On est tellement diversifié qu'il faut s'entourer des bonnes personnes qui vont nous conseiller, puis on va pouvoir après ça prendre nos bonnes décisions. Puis on va avoir, cette année, on a été accepté dans le groupe avec Papier Développement au niveau du Bas-Saint-Laurent. Donc, on va pouvoir amener notre boutique un peu plus loin, l'agrotourisme aussi. Ça va nous aider, ça va nous donner un bon coup de pouce, puis donner de l'énergie à poursuivre. Puis, quand on aussi veut se faire connaître, il faut commencer par connaître un peu nos produits, puis aussi savoir qui on est. Ça aussi, c'est important pour nous. Puis ça a été un bon coup. On a, dès le début, commencé avec un bon site Internet qui parlait, oui, de notre produit, mais aussi de notre histoire, de notre production. C'est bien important pour nous que les gens puissent savoir, puis on va répondre à leurs questions aussi. Si on ne connaît pas la question, on va qui s'intéresse à nous. Fait que c'est vraiment une belle porte là, qu'on a, une belle fenêtre plutôt qu'on a pour tout ça. Le site Internet, c'est des informations qui sont
plus fixe, puis plus stable, alors que les réseaux sociaux, à ce moment-là, ça va servir à donner des nouvelles du day-to-day, puis les petites promotions, puis un peu des nouvelles de notre troupeau aussi. De l'autre côté aussi, on s'implique dans des projets, CDTE, tout ça, on est proche de la communauté. Puis, il y a encore des gens qui ne nous connaissent pas, puis on continue de se faire connaître finalement. En fait, le choix délibéré au début de pas, même aujourd'hui, on n'investit pas des montants dans la promotion puis dans la publicité, la publicité en tant que telle. Là. On utilise plus là, le site web, on réfère les gens sur notre site web. Au début, c'était beaucoup le bouche à oreille qui a fait son œuvre. Puis après ça, on utilise comme plus les réseaux sociaux aussi. Puis, dernière stratégie, qui englobe tout ça, ça serait la vision. On nous le dit, c'est important d'avoir une bonne vision, puis nous, on l'a fait. Moi, Sylvain, c'est nous actuellement, avec notre fille aussi, dès le début, on l'a impliqué afin de partager puis avoir la même vision. Fait que ça nous donne une ligne directrice. Puis dans le quotidien, on a beaucoup de décisions à prendre un peu de chacun de notre côté. Puis ça nous aide à prendre les bonnes décisions puis à amener l'entreprise où on veut, où on a décidé de l'amener. Parce qu'on a beaucoup d'opportunités de tous côtés. Dans le fond, quand on a des opportunités, on a des décisions à prendre, il faut toujours se poser la question, est-ce que ça nous rapproche de notre vision ou ça nous éloigne? Ça nous aide à vraiment garder le focus quand on veut faire progresser l'entreprise. Nos défis, ça, c'est d'une photo de nos animaux nos vaches. Puis il y avait quelques veaux encore, mais c'est l'année passée. Faites-vous-en pas, on n'a pas encore de neige au Bas-Saint-Laurent. Fait qu'on va parler des 5 défis qu'on a trouvés. Puis, c'est ça, au niveau de la trésorerie. Au niveau de la trésorerie, c'est sûr qu'on a un cycle de production qui est extrêmement long. Entre le moment qu'on décide de saillir des vaches, on a de la viande qui est prête à vendre. C'est presque au-dessus de 2 ans, dans le fond. Fait que il y a beaucoup de charges qu'il faut supporter pendant tout ce temps-là avant d'avoir le fruit de ça. C'est sûr que c'est une roue qui est dure à partir. Un coup qui est parti, là, il y a un roulement. Là. Mais quand on est en croissance aussi, là, on a comme plus de dépenses que les revenus qu'on va avoir dans l'année. On projette, mettons, 70 têtes l'année prochaine. Là, on a l'engraissement, tout ça, mais on a juste le revenu de 50 000 cette année pour ça. C'est un défi, il faut le gérer comme il faut. On est obligé de la gérer très serrée, puis c'est ça. Mais ça nous a permis de passer, de bien développer notre entreprise, mais il faut continuer à la gérer serrée, puis très, très, très régulier toujours. Planifier, et comme on le disait tantôt, le cycle de production est très long. Ça prend beaucoup de planification pour arriver à avoir de la viande quand c'est le temps, dans le fond. Fait que nous, on a choisi par choix de faire juste une période de naissance. Fait que nous, les naissances, les veillages, c'est mai-juin. Fait que au niveau coût de production, vache-veau, on trouve que c'est ce qui fonctionne le mieux pour nous. On a les ressources de la main-d'œuvre à ce moment-là. Les veillages au champ, nous autres, on trouve ça plus facile à gérer. Ça fait qu'on a beaucoup de veaux qui sont comme en même temps. Là, fait qu'ils ont tous à peu près le même âge. Pour remédier à ça, on a travaillé plutôt sur l'alimentation en engraissement. À partir du sevrage là, qui est fin octobre, début novembre, dans ce coin-là habituellement, les plus gros qui roulent vite, eux autres, on va tout de suite les stepper sur les rations jusqu'à temps que c'est en finition. Ça prend un mois et demi, là, déjà en finition. Les autres vont être prêts assez rapidement. Les autres, c'est ceux qui roulent. Là. Puis, on fait 4 vagues successives au courant de l'année. Il y en a qui vont juste être maintenus là, pendant l'hiver, peut-être à 2 livres par jour, quelque chose comme ça. Puis, ce qu'on va essayer aussi l'année prochaine, c'est de sevrer les veaux cet automne, les garder cet hiver, puis les retourner au package pour l'été prochain. Les rembarquer sur l'engraissement juste à août, septembre, dans ce coin-là. On va avoir des animaux qui vont être prêts là, dans l'année subséquente, là,
on ne peut pas faire une grosse quantité de ces animaux-là, mais on veut l'essayer. C'est quelque chose qu'on a déjà fait, mais qui prend, quand c'est fait dans l'étable, comme notre agressement, nous, dans une étable, il y a beaucoup de frais de garde, il y a beaucoup de frais d'alimentation, mais si on peut couper d'un coup en les mettant au pâturage pendant 2-3 mois, 4 mois, ben ça serait ça déjà. Après ça, au niveau de l'abattage, c'est ça, là, on continue de faire, c'est encore de planification parce que tout ça, ça entrecoute. Les naissances vont déterminer, les besoins des clients vont déterminer quand est-ce qu'on fait toute notre production. Fait qu'après ça, il reste à planifier toutes nos dates d'abattage, nos transports, les découpes. Nous, on est à peu près à 1 heure et demie de l'abattoir et de la salle de découpe. C'est quand même pas très loin. Puis le transport, ça va bien, mais il faut toujours bien le planifier. Puis la transformation aussi. Fait que c'est toutes des étapes un peu différentes. Puis tout ça afin de répondre aussi aux besoins des clients. Fait que quand on parle de planifier, c'est tout ça, puis c'est de s'entendre ensemble, puis trouver des stratégies qui vont faire que on va pouvoir continuer à vendre à l'année, puis répondre aux besoins aussi. Maintenant, troisième défi, valoriser toute la carcasse. On est dans le bouvian, donc il y a beaucoup de choix. C'est une grande carcasse. Pour connaître notre produit, un peu comme je me dire, c'est la même chose qu'on vit aussi. Puis, si on connaît notre produit, il faut aussi s'informer, avoir une bonne communication avec le boucher. On va avoir du triple A, vieilli 28 jours. Puis après ça, mais il n'y a pas juste, parce que ça, c'est des coupes, c'est un type de viande qui nous faux filets, nos tomates, tout ça, ça sort très, très rapidement. Mais il faut valoriser tout le reste. Puis pour ça, ça va avec des recettes. Ça va avec des types de cuisson fumoir ou pas. Faut connaître ça pour pouvoir le partager aux clients aussi. Puis ils ont confiance en nous. Puis beaucoup de clients vont nous apporter des idées. Puis ils vont nous les partager, puis on va les partager avec les autres clients. On a des boîtes découvertes aussi, des boîtes économiques. Ça permet de répondre à un autre besoin pour la clientèle plus d'automne. C'est ça. Mais on offre les boîtes à l'année aussi. Cette année, quatrième défi, c'est vraiment ce qui a été qui est un peu difficile ou un peu inquiétant qu'on vit. C'est la première fois qu'on a ça. C'est vraiment les places au niveau de l'abattage puis de la découpe. Il y a un défi à relever là. Il n'y a pas toujours de la place. C'est difficile de prendre de l'expansion. Fait qu'il faut s'organiser, il faut avoir une bonne communication, il faut réserver à l'avance. C'est un travail vraiment régulier. Puis aussi, dans tout ça, quand il y a une surcharge de même, ben, il y a un risque des fois de ne pas être capable de maintenir la qualité. La qualité du boucher, la qualité d'emballage, c'est ça qui est important. Fait qu'il faut faire un suivi régulier. C'est souvent moi qui vais le faire. Puis c'est comme ça qu'on s'organise. Puis c'est le défi de 2022. Vraiment de trouver des places. Puis tout ça, il manque de la place au niveau des découpes en général. Je suis certaine que je ne suis pas la seule à vivre ça. Après ça, on aurait notre cinquième défi. Oui, le suivi du coût de production, ça, c'est vraiment important aussi. On a une entreprise qui, quand on regarde ça comme ça, on est vraiment très, très diversifié. T'sais, on a un élevage vache-veau qui a son coût de production en lui. On a l'engraissement des bouvions qui a un coût de production en tant que tel. On a ces deux. Nous, en tout cas, chez nous, c'est différent parce que le vache-veau, il est plus pâturage, puis c'est à l'extérieur, même en hiver aussi. Tandis que l'engraissement, nous, est dans un étable, puis c'est avec quand même pas mal de grains. Il y a un coût de production associé à ça. Il y a aussi, au niveau des grandes cultures, quand on produit nos cultures, il y a un coût à ça. Puis, au niveau de la mise en marché aussi, comme il y a des frais de boutique, comme on peut dire. Tout ça, ça devient dur des fois à arriver à tout décortiquer ça pour analyser, puis pour savoir, dans le fond, c'est où est-ce qu'on n'est pas pire, puis où est-ce qu'il faudrait vraiment travailler ça parce qu'on n'est pas efficace à ce niveau-là. De décortiquer tout ça, ça prend énormément, ça prend de la rigueur beaucoup. Ça prend aussi là,
ça prend du temps. C'est de la gestion. On le faisait déjà, on avait déjà pas mal commencé à le faire. Puis quand notre fille Eve-Marie est arrivée, ça a vraiment donné un coup de main. Elle a été bonne pour vraiment faire la cueillette des données. Il faut prendre du temps pour ça, puis son arrivée à aider à ça. Puis tout ça fait qu'à la fin, on peut arriver à déterminer notre coût de revient complet et réel. Puis, c'est là qu'on va pouvoir déterminer notre marge, puis comment vendre nos produits. Puis, en plus, il faut être rapide sur avoir ce résultat-là parce qu'il faut tout de suite réagir pour vendre notre viande au bon prix. Fait que c'est vraiment la rapidité à la cueillette de données puis à l'analyse de tout ça qu'il faut faire vraiment régulier, puis budgéter aussi. Cette année, on met vraiment, c'est notre objectif là, d'avoir vraiment un budget qu'on va être capable de suivre puis de réagir au moins aux 3 à 6 mois, là, pas attendre une année. Voilà. Je pense que ça fait le tour pas mal de ce qu'on voulait vous présenter. On est ouvert aux questions. On est très contents de pouvoir partager ça avec vous. Là, vous voyez notre famille. Moi, Sylvain et nos 3 filles. Eve-Marie est juste à côté de moi dans la photo. Fait qu'on est bien fiers. Puis tout le monde met la main à la porte. Puis, oui, vraiment une belle famille puis une belle histoire. Beaucoup de gestion, beaucoup de préoccupations de gestion. Oui. Et puis, si vous n'étiez pas si loin, je passerais à chercher quelques morceaux à soir là. J'avais donné l'eau à la bouche. Au pire, je parlais de vous autres dans ma page de la terre de chez nous. Là. Fait que, je vais trouver quelque chose de vous saluer. Là. Puis le beau travail que vous avez fait. Quelle belle, encore une fois, quelle belle présentation, très inspirante. Là. Merci beaucoup, beaucoup. Alors, comme on vous a dit, quand je me rendu à mon âge, quand je ne le pense pas, je ne le dis pas. Fait que, pour les questions, toutefois, comme on vous a rappelé, on vous demande d'avoir la gentillesse d'attendre un petit peu à la fin. Là. Il y en a déjà quelques-unes qui s'adressent à Sophie et Sylvain. On les a dans le chat. On va revenir là-dessus. On va les rejoindre, on va les remercier, puis on va céder la place maintenant à un duo père-fille. Alors, ce sera Emma Dugal-Villeneuve et Paul Villeneuve. Alors, merci. Merci. À tantôt. Alors, la ferme Villandroise est propriété de André Dugal et Paul Villeneuve. André E. Dugal et Paul Villeneuve. Elle a vu le jour en 1994, puis elle est née de leur passion commune pour l'agriculture, puis plus particulièrement pour le bœuf qui est nourri à l'herbe. M. Villeneuve est enseignant en production animale depuis 25 ans, fait qu'il a su développer une expertise qu'il partage maintenant avec plusieurs producteurs de sa région en tant que conseiller expert pour Bovie Expert. Puis en début d'année 2021, les 2 filles de M. Villeneuve se sont jointes à l'entreprise familiale et ils désiraient mettre en marché, alors via l'exploitation de circuits courts, les délicieuses viandes à l'herbe qui sont produites à la ferme. Alors, Mme Emma Dugal-Villeneuve occupe également un poste à temps plein en tant que spécialiste innovation et développement de produits chez AgroPlus. Alors, on leur laisse la parole et on leur laisse nous raconter leur belle histoire. Merci de votre écoute. Puis, la parole est à vous, Paul et Emma. Super, merci beaucoup, M. Réon, pour l'introduction. Donc, je me présente, moi, c'est Emma Dugal-Villeneuve. Je vais faire du pouce un petit peu sur ma présentation, vous donner un petit peu mon background académique. Donc, je suis bachelière en sciences des aliments à l'Université Laval et je suis également étudiante à temps partiel à la maîtrise en administration à l'Université de Sherbrooke. Donc, je suis tout nouvellement également spécialiste innovation et développement de produits chez AgroPlus et tout nouvellement propriétaire de ferme La Villandroise. Et je suis accompagnée de mon père aujourd'hui, Paul, pour vous présenter notre projet de mise en marché des viandes à l'herbe. Donc, un projet qui relève du défi. Effectivement, ça représente énormément de travail de mettre en marché ses propres produits, donc ses propres viandes. Et c'est également un projet de la relève, donc des 2 filles de Paul, moi, Emma, 26 ans, et de ma sœur Annabelle, 23 ans, et également nos deux copains respectifs, là, Philippe et Louis-Daniel, sont également impliqués dans le projet. Donc, c'est un projet de famille, un projet de gang. On va présenter notre projet sous un angle un petit peu différent des autres producteurs. Nous, ça fait, en fait, on n'a même pas complété en fait notre première année de projet de mise en marché.
On est en fait à la fin de notre première année. Donc, on va vous présenter le projet plutôt sous forme de constats. Les constats qu'on a vécus, les grands apprentissages qu'on a faits au cours des derniers mois. Donc, commençons sans plus tarder. Donc, voici un petit peu là, notre agenda de rencontre. On vous suggère de commencer avec de débuter avec la présentation de l'entreprise et de sa relève, de même que de son système de production. Ensuite, on va passer à la présentation du projet de mise en marché des viandes à l'herbe de Ferme La Villandroise. On va vous présenter notre démarche ayant mené à la mise en place de ce projet-là, les défis de mise en marché qu'on a rencontrés pour la première année, notre compétence distinctive. Ensuite, ce qui nous différencie en fait des autres entreprises. Ensuite, on va parler un petit peu de la rémunération et de notre vision pour les années futures en guise de conclusion. Donc, je cède la parole à mon père pour débuter. Alors, bonjour tout le monde. En fait, un premier point, j'aimerais bien féliciter les deux autres entreprises qui ont passé en avant de nous autres. Évidemment, vous êtes pas mal plus matures que notre entreprise. Il faut bien comprendre que le mandat qui nous avait été donné, nous autres, c'est de présenter une ferme en tout démarrage par rapport à la mise en marché. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, rapidement, la ferme La Villandroise, donc ça fait un bon bout qu'on existe depuis 1994. Donc, essentiellement, moi et André, bon, je devrais dire André et moi, ce qu'on a mis en place à l'époque, c'est un troupeau commercial, donc des femelles hybrides, tout simple avec une mise en marché de masse. Et puis, depuis que la ferme existe essentiellement, on a privilégié les pâturages. Donc, les conférenciers précédents en ont parlé. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec eux autres. Donc, on a mis en place des pâturages, une gestion intensive des pâturages. Donc, ça fait 25 ans qu'on travaille à ce niveau-là. Et je suis convaincu je demeure convaincu que c'est la bonne voie à faire pour faire de la production bovine. Donc, là, c'est marqué le dernier point, projet retraite de Paul et André. Je vous dirais que les filles, ils nous ont donné un moyen coup dans le sens que Paul et André, s'ils auraient été seuls sur la ferme, là, ils auraient continué exactement le modèle que vous voyez là. Okay? Vraiment pas plus compliqué que ça. Mais les filles, étant donné de la fameuse COVID, les filles ont manifesté leur intérêt, puis on a dit, bon, ben go. Donc, on a embarqué, en fait, les filles nous ont embarqués avec eux autres, je pourrais dire, et puis on embarque là-dedans. Donc, ça va être notre projet de retraite. Il faut penser qu'après la carrière en enseignement, André vient de prendre sa retraite carrément, et moi, ça va être au printemps prochain. Donc, à la fin de l'année scolaire, là, je vais être disponible un peu plus pour ce genre d'activité-là. On peut voir que les gens investissent quand même pas seulement de temps là-dedans. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, on va vous présenter notre modèle animal, nous autres, tout simple qu'on a mis à la ferme depuis de nombreuses années. Donc, les naissances, c'est vraiment pas dur. Mai, juin, bang, tout se passe là. On ne travaille pas avec la synchro, mais on est vraiment intense pour avoir un ratio mâle-femelle qui nous fait en sorte que notre saison de vélage est toute petite, toute courte. Dès le début, on travaille beaucoup en termes de santé, bien-être de nos animaux. C'est quelque chose qui nous préoccupe bien gros. Donc, ici, vous voyez mon éleveur André, qu'on ne voit pas vraiment beaucoup, mais c'est elle qui vient m'aider pour lorsqu'on fait l'identification de nos veaux au pâturage. Donc, les vélages, comme on dit, c'est au pâturage. Suivant ça, pas bien compliqué encore une fois. Croissance sur pâturage, tout le monde est au pâturage. Une gestion intensive, oui, mais je dirais aux 3 jours essentiellement. On déplace les animaux à peu près aux 3 jours avec les aléas de la température. Donc, cette année, en fait, c'est assez bizarre. On a manqué d'herbe au mois de juin, puis présentement, les animaux sont encore au pâturage, puis on a encore des belles banques d'herbe en avant de nous autres. D'accord? Donc, après ça, bien, les animaux s'en vont vers nos installations pour l'hiver. Donc, là, j'ai un bout que je ne vois pas vraiment avec… Oups, c'est ça. Bon, ils s'en vont dans nos installations. Donc, on fait un sevrage. Encore là, on a des protocoles de sevrage pour faire en sorte que le sevrage soit le plus smooth possible pour nos animaux. Puis, on envoie nos animaux en croissance. Donc, les veaux de l'année, d'un premier temps, s'en vont en la croissance à partir du mois de novembre environ. Là, dans ces eaux-là, on va faire nos sevrages pour nos animaux en croissance. La mise en marché de nos veaux, ça fait comme suit à peu près. Je dirais qu'il y a un premier tiers de veaux mâles qui sont vendus rapidement en février. On essaie de vendre des veaux qui arrivent plutôt aussi proches de 750 livres que possible. Donc, nés au printemps,
750 livres, quelque chose comme février, mettons février, dans ces eaux-là, on arrive à notre premier tiers de veau. Deuxième tiers de veau, un peu plus tard, puis nos moins beaux, évidemment, ben, ça va des fois aussi tard qu'au mois de mai. Ça nous permet en fait de sélectionner à travers sélectionner, c'est un grand mot. Je vous dirais que les mâles sont vendus, puis on garde les femelles à la maison, une portion des femelles qui vont correspondre au marché de viande qu'on va mettre en place. Si on en a vendu 2, on va en garder 2. Si on en a vendu 10, on va en garder 10. Ce n'est pas plus compliqué que ça, notre affaire. D'accord? Donc, l'été suivant, les tares qu'on a gardés sont sur pâturage et sont envoyés dans le troupeau vache-veau. Donc, je vous ai dit tout à l'heure, aux 3 jours, on tasse nos animaux. Les tares suivent cette même cadence-là. Okay? Donc, il y a d'autres fermes qui sont nettement plus intenses. On voit des gens même qui font 3 changements de parcelles pour les animaux en croissance. C'est bien, certainement, mais on n'a pas pris ce modèle-là à la ferme. On fait notre abattage lorsqu'on prélève, lorsque les pâturages finissent. Donc là, en fait, les cédules, tout à l'heure, la conférencière précédente a marqué un peu, elle a mentionné le fait d'avoir de l'abattage qui est difficile. C'est également notre cas dans la région, il faut se prendre d'avance. Donc, lorsque les animaux sortent des pâturages, les abattages sont cédulés, les animaux s'en vont vers l'abattage et puis sont placés après ça, selon les directives de nos clients, dans une chambre froide, d'une chambre de congélation jusqu'à la distribution à nos clients. Voilà, c'est sûr que je suis allé très rapide pour la question de la mise en marché, la question de la production, mais s'il y a des questions, après, ça me fera plaisir de mettre plus de détails au besoin. Donc, Emma, je te laisse la parole. Parfait. Donc, l'élevage, le système d'élevage à l'herbe, en fait, est un système d'élevage qui répond bien aux tendances actuelles du marché, soit en termes de bien-être animal, de respect de l'environnement, de locavorisme. Donc, on l'a vu dans les dernières années, là, la COVID a propulsé le marché des produits locaux. La viande à l'herbe permet également de produire des aliments de qualité. On remarque un changement au niveau de la qualité nutritionnelle et sensorielle de la viande bovine lorsque les animaux sont élevés en pâturage. Ce n'est pas l'objet de la présentation aujourd'hui. Si vous avez des questions à ce sujet-là, je pourrais y répondre à la fin. Et je vous invite également, si vous êtes intéressé, à aller consulter une ancienne présentation que moi et mon père avions fait en 2018, si je me rappelle bien, à ce sujet-là, en fait, elle est disponible sur AgriRéseau, si ça vous intéresse. L'élevage à l'herbe répond également à la tendance du Clean Label, donc Clean Label qui veut dire une étiquette produit très courte. On connaît les ingrédients. Donc, souvent, l'élevage à l'herbe est fait sans hormones de croissance ni antibiotiques. Donc, c'est pour ces raisons-là que la relève a décidé de lancer son projet en offrant une gamme de viande à l'herbe aux consommateurs. Donc, on offre bœuf, poulet et porc élevés à l'herbe et mis en marché via un circuit court. Là, vous allez me dire, poulet à l'herbe, ça ne mange pas juste de l'herbe du poulet. Effectivement, mais ça permet de réduire la consommation d'environ 25 à 30 en grains chez nos poulets et ça modifie la qualité nutritionnelle de la viande et également les qualités sensorielles, donc le goût. Donc, ça vient différencier notre produit par rapport aux élevages conventionnels. Aussi, j'en profite pour vous présenter l'équipe de la relève, donc moi et ma sœur. On a fait l'exercice de reprendre une photo qu'on a prise lorsqu'on était très jeune. On était impliqués très jeunes sur les projets de la ferme. Donc, moi, c'est Emma, là, je suis à gauche sur la photo, ma sœur est à droite. Et sur la photo complètement de droite, il y a aussi nos 2 copains, là, Philippe qui est à ma gauche et Louis-Daniel qui est complètement à droite de la photo. Donc, c'est l'équipe relève qui vient supporter là, Paul et André dans les démarches de la ferme. Sinon, je poursuis avec notre démarche. J'ai nommé plutôt la diapositive Savoir oser parce que mon père me dit depuis que je suis toute jeune, ne sois pas celle qui te dit non. Donc, ose prendre des risques, c'est pas grave. Au pire, si on te dit non, ça t'enlève rien. Donc, c'est un peu ce qui m'a lancé dans la rédaction du plan d'affaires de mise en marché de bœuf à l'herbe en 2018 que j'ai apporté comme idée lors de mon parcours académique. En fait, j'ai écrit ce projet-là à travers mon projet agroalimentaire et mon projet en entrepreneuriat à l'Université Laval. Donc, c'est de là que c'est parti. Donc, ça fait déjà plusieurs années qu'on pense à ce projet-là. Mais le réel élément déclencheur de mise en marché des viandes,
C'est l'année passée, en fait, mon père est arrivé avec une idée le week-end avant. Il nous a dit pourquoi on ne s'inscrirait pas au concours de mise en marché des éleveurs de volailles du Québec. Le concours terminait la semaine qui s'en venait. Puis on a embarqué dans son projet, on a embarqué dans son idée, on s'est dit why not? Tous les membres de la famille se sont mobilisés. On a écrit un nouveau plan d'affaires, mais cette fois-ci pour mettre en marché du poulet à l'herbe. Donc, on a vraiment un système d'élevage à l'herbe pour le poulet. On a soumis notre candidature et on a gagné. Donc, on a gagné un quota de poulet, 6 000 kilos par année. Et c'est ce qui nous a donné l'étincelle de partir tous nos projets en même temps, en fait. Donc, bœuf, porc et poulet à l'herbe. Donc, les éléments clés, là, je dirais, pour démarrer notre projet, ce fut la réflexion. Donc, la rédaction de nos plans d'affaires. On a vraiment pris la peine de penser à ce qu'on voulait, d'établir notre marché cible, de regarder les états financiers, de regarder nos chiffres, nos coûts de production. Et on avait une belle force de frappe. On avait une belle équipe très complète. On se complète et on est très diversifié. Donc, mes parents ont des formations en agronomie. Moi, j'ai une formation en sciences des aliments, en transformation des aliments. Louis-Daniel est comptable. Mon copain à moi est agroéconomiste. Donc, on a une belle diversité dans l'équipe, ce qui nous a permis de lancer le projet. Et autre chose, point clé qui nous a permis de bien réaliser notre projet, c'est qu'on est parti avec des objectifs très réalistes pour l'année 1. Donc, en entreprise, on appelle ça des objectifs qui sont SMART. Chez AgroPearl, on travaille avec cet acronyme-là très souvent. Donc, des objectifs qui sont spécifiques, mesurables, acceptables, réalistes et définis temporellement. Donc, il faut qu'il y ait une date de début, une date de fin. On sait où on s'en va, c'est simple, précis. Donc, on est allé comme ça pour l'année 1. Donc, ça a très bien été. Modèle simple pour débuter. Et la phrase clé chez nous, c'est « il faut que ça reste le fun ». Donc, c'est ce qui a drivé le projet pour les premiers mois. Sinon, si on passe aux défis, on en a sorti 3 principaux cette année. Donc, pour le premier, le financement. Donc, nous, pour démarrer le projet de mise en marché, nos parents nous ont en fait cédé des parts de l'entreprise, ce qui nous a donné accès à une subvention du MAPAC, le programme Territoire qui était disponible dans le Haut-Saint-François pour accéder à des fonds. Donc, ça nous a permis, entre autres, de pouvoir installer notre chambre froide à la ferme. Puis, petit bémol, c'est sûr que tout, tu sais, je vous disais tout à l'heure, important de rédiger son plan d'affaires, de penser à ses chiffres. Nous, là, c'est sûr que tous les états financiers se sont montés on était déjà actionnaire de la ferme Vacheveau, donc les états financiers, la marge peut être très différente là, pour quelqu'un qui se lance vraiment dans une entreprise de zéro, donc achat du fonds de terre, achat des bâtiments, achat des animaux. Donc, petit bémol ici. Sinon, au niveau de la gestion du temps, ça aussi, ça a été un très gros défi parce qu'on travaille tous à temps complet. Donc, bientôt, mes parents, non, seront à la retraite, mais dans la première année, tout le monde était sur le marché du travail. Donc, encore une fois, important, tout le monde a mis la main à la pâte dans les périodes de rush. Tout le monde s'est serré les coudes. C'est ce qui nous a permis de mettre en place ce projet-là cette année. Par exemple, lorsqu'on a installé notre chambre froide, tout le monde s'est rendu à la ferme. Moi, je vis à Drummondville, ma soeur est à Sherbrooke, mes parents sont en Estrie, tout le monde s'est réuni. On a mis en place la chambre froide en un week-end, chose qui aurait pu prendre une fin de semaine entière ou plusieurs jours à une personne seule. Donc, la synergie d'équipe vraiment importante. Sinon, quand on parle de brainstorm, toutes les idées de l'équipe, on les a gardées, on a organisé les idées sous forme de Gantt. Je ne sais pas si vous connaissez cet outil-là, très utilisé en entreprise, encore une fois. Si ça vous intéresse, il y a des formats de Gantt disponibles, accessibles sur Internet en format Excel. En fait, ce que ça permet de faire, c'est un outil de planification très simple à utiliser. Ça nous permet de définir les étapes du projet avec des dates de départ, des dates d'échéance, qui graphiquement, ça nous permet de voir quelles étapes se superposent. Donc, très intéressant comme outil. Chose, par exemple, à ne pas faire, c'est de remplir le Gantt et de le laisser sur votre ordinateur.
pour que les objectifs se réalisent, vous devez les voir à tous les jours. Donc, imprimez vos... Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est imprimer vos objectifs, regardez-les souvent, ça mûrit dans votre tête, puis un bon matin, vous dites « Ah, je sais ce que je veux faire, je sais comment je vais résoudre cette problématique-là, puis faire avancer le projet. » Donc, puis aussi la méthode des petits pas. Nous autres, on est allé vraiment jour par jour. Des fois, c'était élevé, là, les journées de travail, mais on ne voit pas là, la montagne à l'horizon, mais vraiment, on y va petit pas à petit pas. Et sinon, dernier défi, qui est selon moi là, la pierre angulaire d'un projet de mise en marché, et Mme Agnew l'a dit tout à l'heure, c'est développer notre clientèle. C'est le défi de la mise en marché. Tout d'abord, définir notre marché cible, c'est parfois même difficile. Si vous avez écrit un plan d'affaires, vous y aurez pensé, mais sinon, pensez vraiment à qui s'adresse votre produit. De notre côté, notre système de vente est vraiment, ça s'adresse à une clientèle très cible parce que nous, on fonctionne en pré-vente. Les formats qu'on offre sont des gros formats. Donc, nous, on vend en quart, en demi, puis en bœuf entier, ou en demi-cochon ou en poulet entier. On n'a pas de découpe qui est présentement offerte, qui sont présentement offertes à la ferme. Donc, un marché cible très différent. Sinon, on demande aux gens d'acheter les produits d'avance, puis on offre la livraison seulement à l'abattage. Donc, il y a un très long laps de temps qui s'écoule entre l'achat et la réception des produits. Donc, il faut vraiment aller cibler cette clientèle-là. Puis c'est ce qui va nous permettre, entre autres, d'aller vraiment bien bâtir notre site web, notre page Facebook, puis de bâtir les publicités qui vont vraiment atteindre ces personnes-là. Ça, je vous dirais que c'est encore un défi pour nous. C'est quelque chose qui n'est pas évident d'aller cibler cette clientèle-là. Et on a fait plusieurs essais-erreurs l'été dernier là, à la ferme pour se rendre compte que nous, les publicités qui fonctionnaient le mieux, c'était les vidéos promotionnelles où les gens nous voyaient. Les gens pouvaient nous entendre, on expliquait une portion de notre élevage, on apprenait quelque chose à nos clients, puis ils voyaient les installations de la ferme. Donc, c'est ce qui nous a permis d'aller chercher tranquillement, pas vite, une bonne clientèle et d'augmenter nos volumes de vente. On pourrait ajouter là-dessus qu'Annabelle, ma fille la plus jeune, c'est pas mal sa spécialité, c'est Annabelle, pour nous faire rigoler dans ces montages-là. Fait qu'elle est bien comique là-dedans. Oui, on est allé sous forme d'humour sur certaines de nos vidéos, puis Annabelle, c'est notre grande star très à l'aise à la caméra. On parlait juste un peu plus tôt de publicité, de promotion de produits. Autre chose qui est très important, selon moi, lorsqu'on fait une pub, c'est qu'il faut que les clients voient ce qui nous différencie. Nous, on offre des produits élevés à l'herbe. Faut expliquer aux gens c'est quoi l'élevage à l'herbe, c'est quoi la plus-value d'un élevage à l'herbe. Donc, tous nos produits sont sur pâturage, mais ça prend une éducation de la clientèle à savoir qu'est-ce que ça change, cet élevage à l'herbe-là. Aussi, l'élevage à l'herbe procure un bien-être supérieur à l'animal et c'est très bien pour l'agriculture aussi. On favorise la santé des sols en laissant les champs en pâturage, on favorise l'augmentation de la captation du CO2. Donc, c'est tout ça qu'il faut aller expliquer à nos consommateurs et expliquer pourquoi parfois aussi le coût d'un élevage à l'herbe est légèrement supérieur à un élevage de bœuf conventionnel. Donc, c'est très important de communiquer et de vulgariser cette information-là auprès de nos consommateurs. Sinon, un petit point sur la rémunération. Présentement, nous, à la ferme, il n'y a aucun salaire qui est versé aux membres de l'équipe. Toutefois, moi et ma soeur sommes actionnaires de la ferme à 20 présentement, là, c'est ça, tous les bénéfices sont réinvestis pour la croissance de l'entreprise. On est en démarrage, donc on réinvestit tout pour l'instant. Donc, très important, vu qu'il n'y a pas de salaire de verser, il ne faut pas compter ses heures. Il faut trouver une autre raison, une autre motivation derrière ce projet-là. Il faut être passionné. Puis moi, mes objectifs que je réussis à atteindre à travers ce projet-là, c'est la réalisation personnelle et favoriser aussi les relations familiales. C'est un projet de gang. Les amis, des fois, viennent aider la famille, les chums. Donc, c'est vraiment ça que je vais chercher à travers ce projet-là. Puis je crois que c'est la même chose pour ma sœur et nos copains, de même que nos parents.
Sinon, pour terminer la présentation, notre vision, en fait, dans les futures années, on souhaite bien entendu accroître la production, toujours pour que ça reste le fun. On travaille à temps plein ailleurs, donc il faut que ça rentre, il faut que ça fitte avec les vies extérieures de tous. Sinon, comme je vous l'ai mentionné, c'est de trouver des meilleurs moyens d'éduquer notre clientèle à notre produit. On a aussi l'idée de participer à des marchés locaux, comme certains autres producteurs le font déjà. Sinon, peut-être partenariat avec d'autres producteurs de la région, ce serait vraiment super. Et ultimement, et peut-être dans plusieurs années encore, transformer la viande. Donc, c'est vraiment une tendance du marché qui est à exploiter. Les gens aiment le prêt-à-manger, tout ce qui est charcuterie, terrine. C'est vraiment un marché, d'après moi, qui est très qu'il faut valoriser parce que les gens sont des grands consommateurs de prêt-à-manger. Donc, voilà, c'est ce qui s'en vient pour Ferme la Villandroise. Donc, c'est ce qui conclut notre présentation. Si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir d'y répondre lors de la période de questions.